la chance d'arriver au bon moment, au bon endroit. J'ai pu voir l'IA depuis le début, quoi. J'ai eu la chance aussi de diriger l'équipe produit de Google Brain, qui est l'autre grand centre de recherche chez Google, d'où quasiment tout ce qui est l'IA générative d'aujourd'hui vient de là, en fait. Les bonnes pratiques de construire des produits, c'est un peu Steve Jobs avec son Don't fall in love with the technology. Dans le monde de la recherche, tu peux penser que c'est très académique, etc. Mais en réalité, le monde de la recherche est brutal. La plus grosse corrélation de succès, c'est les fondateurs. Et là-dedans, ça veut dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils s'entendent entre eux, d'où ils se connaissent. En fait, il s'est passé des choses sur les dernières années qu'on ne pensait pas être possible, en tout cas aussi vite. Du coup, il faut bien garder à l'esprit que... Juste avant de revenir à cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos sur YouTube et à écouter nos podcasts sur les plateformes. Mais 90% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Chaque semaine, on se donne à fond pour trouver les meilleurs invités. J'estime que pour apprendre, il faut écouter ceux qui font, ceux qui construisent. Et je tiens à ce que tous les contenus qu'on propose soient complètement gratuits. Avoir plus d'abonnés, ça nous aide à améliorer nos contenus et à avoir de meilleurs invités. Et donc, à continuer à apprendre des meilleurs. Donc si tu apprécies ce qu'on fait, abonne-toi à la chaîne. Mehdi Rissassi, bienvenue. Merci Mohamed. Très heureux Ravi d'être là. Très heureux de t'avoir sur le podcast. Ouais, pareillement, ravi d'être là. J'en ai écouté pas mal et j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, merci. Écoute, je suis super content de t'avoir sur le podcast parce que je pense que tu es une des personnes dans le monde qui comprend le mieux l'intersection ou le chemin entre la recherche scientifique, en particulier en IA, et la création de produits, la création de startups, la création de solutions qui sont utilisées ensuite par plein de gens au quotidien. Donc j'aimerais beaucoup aujourd'hui parler un petit peu de cette intersection-là entre recherche scientifique, création de produits, et bien sûr revenir sur ton parcours et sur tout ce que tu as fait. Ouais, avec plaisir. Ok, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Ouais, écoute, moi j'ai grandi à Rabat, parcours très classique du système français au Maroc, puis le système français en France avec les prépas et école d'ingé, tout ça. Ensuite j'ai commencé ma carrière, j'ai fait plein de jobs hyper différents les premières années. C'était pas forcément planifié, mais c'était un peu la recherche de ce qui me plaisait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été très généraliste et au moment où il fallait faire les choix, c'était pas forcément simple et évident. Du coup, j'ai fait plein de jobs différents où ça ressemble un peu à du hill climbing, tu vois. Dans les méthodes de search, il y a ce concept. En fait, tu essayes d'explorer ton univers, environnement, et tu montes dans une colline, tu regardes ce qu'il y a autour, ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu descends, tu cherches l'autre. Donc j'ai fait un peu de ça, j'ai fait plein de métiers un peu différents, jusqu'à ce que je tombe chez Google, il y a bientôt 15 ans maintenant. Et donc chez Google, en fait, j'ai trouvé un environnement passionnant, quoi. Je suis tombé dans l'équipe qui faisait le début de Google Cloud. Donc ça s'appelait même pas Google Cloud à l'époque, ça s'appelait même pas Cloud. On s'appelait autre chose. J'ai bossé sur le premier BP qui disait dans 6 mois, on rattrape Amazon. Ça fait 14 ans, 15 ans. Ils sont hyper loin. Mais Google est aussi hyper gros là-dedans. Ensuite, je suis passé dans une équipe qui faisait les pays émergents. Donc des nouveaux produits pour les pays émergents. Pareil, c'était hyper assez incroyable, tu vois, d'aller en Ouganda, au Ghana, en Tunisie, bosser sur l'Inde, le Brésil, essayer de voir qu'est-ce que Google pourrait faire. Il y a plein d'histoires marquantes en fait de cette époque. Et puis après, par un grand hasard, je suis arrivé chez DeepMind. Et donc c'est là que j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, au bon endroit, où tu vois, j'ai pu voir un peu l'IA depuis le début, quoi. Et d'être à l'intersection de qu'est-ce qu'on fait de la recherche et comment est-ce qu'on monte des produits qui s'inspirent de la recherche. Je suis passé ensuite, j'ai eu la chance aussi de diriger l'équipe produit de Google Brain, qui est l'autre grand centre de recherche chez Google, d'où quasiment tout ce qui est l'IA générative d'aujourd'hui vient de là, en fait. Et puis, après ça, d'arriver chez AI71, qui est un spin-out du centre de recherche des Émirats, où là, tu vois, j'ai la possibilité de construire du début, de voir
ce que tu fais quand il n'y a rien du tout, et de le faire dans un marché qu'on peut définir comme étant frontière. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça le... J'ai plein de questions pour toi, parce que effectivement, tu es dans l'IA depuis le début. Et enfin, DeepMind, Google. DeepMind, c'est une boîte mythique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de DeepMind, c'était dans le documentaire AlphaGo. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Je pense qu'il est sorti en 2017 et j'ai dû le voir peut-être en 2018. Et j'ai plein de questions sur ça, mais peut-être juste avant ça, tu parlais des marchés émergents. Je regardais ça avant le podcast. Je ne savais pas du tout que Google avait essayé d'amener Internet dans des villes où il n'y a pas Internet, où la connexion n'est pas bonne peut-être. En tout cas, faciliter ou accélérer le reach d'Internet dans certaines régions. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'expérience et je sais pas, les moments marquants un petit peu de cette expérience? Ouais, bien sûr. Quand j'étais en stage, en fait, chez Google, tu passes ton temps à rencontrer des gens qui sont dans d'autres équipes. Parce que on déjeune au bureau, on dîne au bureau, ce genre de choses. Tu vas au sport au bureau. Enfin, tu passes beaucoup de temps en fait au bureau, donc tu croises plein de gens. Tu prends le bus pour aller au bureau avec d'autres collègues. Donc au final, tu rencontres plein de gens dans plein d'autres entités. Et ouais, un gars qui était dans ma classe l'année du dessus, tu vois, m'a dit, ah, tu devrais parler avec les gens qui font l'Afrique. Et du coup, j'ai parlé avec le type qui gérait l'Afrique. Et chez Google, tu as un autre concept qui est le 20%. C'est que tu peux passer 20% de ton temps à faire des projets qui n'ont rien à voir avec ton day job. Au final, ça fait plutôt des autres 100%, tu vois. Mais donc, j'ai fait un 20% avec cette équipe-là. Et ça m'a beaucoup intéressé. Du coup, j'ai rejoint à un moment. Enfin, à un moment, ils m'ont dit, ah ben, on va créer un job et puis tu vas le faire. Mais l'idée, c'était que, en gros, tu vois, toutes ces boîtes les boîtes ont besoin de croissance. Et une fois et du coup, croissance, ça veut dire des nouveaux utilisateurs ailleurs. Et il y a les pays émergents qui était tout un concept. Si tu regardes les couvertures de The Economist et tout ça il y a 15-20 ans, tout le monde disait les briques, les pays émergents, la croissance, etc. Du coup, Google s'est intéressé à ce qu'il pouvait faire dans ces parties-là du monde. Et une anecdote assez marrante, en fait, c'est que quand on a été présenté à Eric Schmidt, qui était à l'époque le CEO, on lui a dit il ne faut rien faire. Enfin, il n'y a rien à faire. En fait, c'est plutôt ça qu'on a dit. Et là, il a regardé, puis il nous a dit, voilà 100 millions. Et tu vois, donc nous, on ne comprend pas trop. On lui demande, on vient de dire qu'il n'y a rien à faire. Et il a dit cette phrase, moi je m'en souviendrai, je pense, tout le temps. Il a dit, vous venez de me dire que je devais ignorer 1 milliard de personnes. Et en fait, du coup, on est reparti au drawing board, comme on dit. Et ce à quoi on est revenu, c'est en fait, on avait les mauvaises lunettes pour regarder le problème. Ce qu'on avait fait, c'était où mettre les produits de Google. Mais en réalité, ce qu'il fallait faire, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse mettre les produits de Google. Et c'est là que c'est arrivé, en fait, ce qui manque, c'est toute la couche d'infrastructure. Et donc, on a été construire des réseaux de fibre optique dans les pays émergents. Ça a commencé en Ouganda, il y a eu le Ghana, il y a eu des projets pour croître ailleurs en Afrique. On a fait du Wi-Fi en Inde avec l'ONCF local. Et après, cette équipe Afrique, en fait, il y a eu des équipes similaires pour l'Asie du Sud-Est, pour l'Amérique latine. Et ça a donné ce qui s'est appelé par la suite l'équipe NBU, tu vois, Next Billion Unit. Et l'idée, c'était que c'est le prochain milliard d'utilisateurs qui vont arriver sur la plateforme. Donc c'est un peu ça la genèse de cette équipe et les projets qu'elle faisait. C'est super intéressant de voir que ces boîtes-là sont allées jusqu'à vraiment la couche infra qui est même avant les produits. Et ce que je lisais quand je disais quelque chose sur ça avant le podcast, en regardant un petit peu ce que tu avais fait, en fait, les autres grandes boîtes tech avaient aussi bossé sur ce type de projet. J'ai vu que Facebook avait un projet un peu similaire. Branson aussi, je crois. Et donc, c'était vraiment se dire, on va amener l'infra avant même nos produits. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, tu vois, même aux États-Unis, en fait, il y a eu un effort de fibre optique. Donc, en fait, Google avait une équipe qui s'appelait Google Fiber, qui mettait des réseaux de fibres dans des villes aux États-Unis. Et l'idée, c'était que plus les gens sont connectés, plus les services marchent bien, plus ils les utilisent, etc. Et tu vois, malgré le capex énorme que ça peut représenter et le fait que ça n'ait pas l'air d'être lié avec le business de la boîte,
En fait, c'est additif. Et ce qui s'est passé au final, c'est que les autres, souvent l'idée de Google, c'est d'amorcer le mouvement. Donc, ils vont faire tout cet investissement en infra. Puis après, il y a les acteurs traditionnels qui vont venir le faire et avancer l'écosystème pour tout le monde. Ok, ok. Donc en 2016, tu rejoins DeepMind. Là, tu es dans l'IA vraiment depuis le début. C'est quoi un petit peu les grandes étapes que tu as vues dans l'IA jusqu'à aujourd'hui? En 2016, c'était les réseaux de neurones, tu vois, qui commençaient à marcher. Moi, je me souviens quand j'étais en école d'ingénieur et que j'ai fait mon stage scientifique, j'ai un copain qui lui a fait son stage scientifique sur les réseaux de neurones appliqués à la finance. Et après 4 mois, en fait, ça marchait pas. Tu vois, le résultat de son stage, c'est qu'il avait rien à écrire dans son rapport de stage, si ce n'est que, en fait, ça marche pas ce truc. Et puis, quand j'arrive en 2016, l'imagerie, tu vois, la vision par ordinateur est plus ou moins réglée parce que juste avant, en fait, il y a ImageNet, donc un algorithme. Tu vois, une équipe a réussi à faire reconnaître des images avec des réseaux de neurones à des ordinateurs. Et du coup, tout le champ de la vision par ordinateur commence à se développer. Et il y a un tas d'applications possibles, tu vois, que ce soit par exemple dans la santé comme on faisait, ou dans plein d'autres domaines comme les photos, etc. Donc là, c'est vraiment le moment où ça commence à marcher, tu vois. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'IA, c'était des périodes de croissance et puis c'était booms and busts, quoi. Donc il y a des moments où les techniques marchent, puis après ça s'arrête de marcher. Et ça a toujours été comme ça, jusqu'à ce moment-là où, en fait, ces techniques qui ont été inventées bien avant commencent à marcher. Et donc, tu commences à avoir un tas de gens qui s'intéressent au domaine, il y a plus d'investissement des boîtes dans le domaine. Tous les chercheurs, les ingénieurs qui bossaient sur ça, ils peuvent en faire encore plus. Et du coup, tout ce qui était les réseaux de neurones, on commence à les mettre partout. Donc, si tu veux, il y a un tas dans le stack d'ingénierie, tu as un tas de règles qui étaient avant écrites à la main par des ingénieurs. Tu vois, c'est des trucs du style if, then. C'est remplacé par des réseaux de neurones qui font le boulot beaucoup mieux que les heuristiques humaines. Ensuite, tu as une autre phase qui est le langage. Donc là, c'est plutôt, tu vois, ça commence avec les Transformers en 2017, tu vois, le papier des Transformers d'une équipe de Google Brain, qui permet de montrer que que maintenant on peut aussi prédire du texte et avoir un breakthrough sur le texte. Ça ouvre la porte à des modèles comme BERT, T5 chez Google et aussi à GPT chez OpenAI. Donc T, c'est les Transformers. Et là, ce qui se passe, c'est la partie du scaling, tu vois, les scaling laws, en gros, que plus on met des données, plus on met du compute, et plus on agrandit la taille des algorithmes, et plus les résultats sont bons. Et donc ça a fait GPT 1, 2, 3, 4. Et depuis la nouvelle phase, en fait, c'est qu'on est passé au-delà du texte. Donc on arrive à générer des images, générer des vidéos, l'audio s'améliore énormément. D'autres modalités, tu vois, comme la robotique, on commence à avoir des résultats assez intéressants. Et du coup, on passe du labo au déploiement à grande échelle. Et donc, ça devient des projets d'ingénierie, plus du produit. Côté financement, tu as plein de VC qui commencent à backer des équipes qui se lancent dans ces domaines-là. Donc, c'est un peu ça, l'évolution. Tu vois, ça passe d'un projet de recherche et scientifique qui fonctionne sur un domaine à, en fait, une explosion de l'utilisation. Et c'est partout, en fait. Maintenant, c'est partout. Tout le monde ne parle que de ça. Les marchés financiers, il n'y a que ça, en fait. Quand tu regardes le S&P 500, il n'y a que ça. Dans les levées de fonds, il n'y a que ça. Dans les médias, il n'y a que ça. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas AI dans ta boîte, tu peux pas c'est un peu difficile. Ouais. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un moment de bascule et qu'il y allait y avoir une adoption beaucoup plus générale? Est-ce qu'il y avait un moment de bascule justement ou ça s'est fait petit à petit ces dernières années? En fait, quand tu es dedans, tu vois les promesses. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, quand on a commencé à travailler, par exemple, sur
sur la santé et voir que tu pouvais construire un algorithme qui était meilleur que le meilleur médecin d'Angleterre et qui travaille tout le temps, qui coûte pas grand-chose, tu te dis ça ne peut qu'arriver bientôt. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10? C'est difficile à prévoir. C'est un peu comme les voitures sans chauffeur. Tu vois, moi j'ai eu la chance que plein d'amis étaient dans l'équipe qui a commencé les voitures sans chauffeur. Et du coup, d'avoir été dedans en 2012, j'ai fait Mountain View San Francisco dans une voiture sans chauffeur. Et aujourd'hui, si je veux le faire, il faut encore que j'aille demander à mes copains de m'emmener. Tu vois. Sauf si je le fais juste dans SF. Donc, il y avait cette première partie où tu te dis, ça va peut-être arriver. Et puis ensuite, tu as bien sûr le moment ChatGPT, où là, en fait, ça se matérialise par un chat, tu vois, un chatbot avec lequel les gens parlent tout le temps. Et je me souviens que quand je vois que tu as des gens à l'université qui te disent qu'ils utilisent ça tout le temps, même, tu vois, en décembre 2022, à ce moment-là, tu te dis que, ouais, ça devient mainstream. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient Nextwave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afakash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de Nextwave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. D'un point de vue modèle, et on va arriver ensuite sur toutes les applications, tu disais qu'aujourd'hui, on arrivait à des modèles avec plus de modalités. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment tu vois les choses dans le futur? Est-ce que tu parlais des scaling laws, donc du fait qu'on pouvait que ces dernières années, on avait mis plus de compute, plus de données, que les modèles s'étaient améliorés. Comment tu vois un petit peu la suite? Écoute, en ce qui concerne le texte, à un moment, on aura utilisé un peu tout le texte qu'on a. Donc, on met des données synthétiques. Une fois qu'on a fait ça, il faut retrouver d'autres techniques, tu vois, pour continuer à avancer là-dedans. Mais il semble que, pour tout ce qui est les LLM, mais juste texte, tu vois qu'en gros, on a eu la phase du pre-training, donc beaucoup de données, beaucoup de compute, des gros algorithmes, ça marche bien. Ensuite, on a appris que si on faisait le post-training, donc tout ce qui vient après, tu vois, avec des techniques comme le RLHF, on spécialise encore le modèle. Reinforcement learning. Learning with human feedback, tu vois. Donc là, c'est des cas où, par exemple, tu vois, tu as un poète et qui dit à l'algorithme de sortir un poème, et puis le poète, il corrige, il dit, ah bah ça, il fallait faire comme ça allait faire comme ça. Puis la machine s'entraîne et s'améliore. Donc tu vois, d'abord, c'est le pre-training, tu peux y penser comme la première phase où on prend toutes les données de l'Internet, plein d'autres données, plein de compute de chez NVIDIA, et puis on fait tourner ça pendant un certain moment, on compte en mois, et on a un modèle un peu basique, tu vois, comme une cellule souche, quoi. Après, tu le spécialises, donc c'est le post-training, la deuxième phase, et là, tu vas le spécialiser dans des domaines spécifiques, tu vois, tu veux qu'il soit bon en code, à faire des maths, à écrire des résumés, etc. Et là, en fait, on est passé à un autre stade qui est le raisonnement. Donc là, c'est dans les modèles, c'est quand il te dit thinking ou bien d'autres modèles, c'est des modèles qui, au moment où donc on dit inference time compute, c'est au moment où tu fais ta requête qu'il se met à faire un tas d'autres requêtes et recherches et opérations pour améliorer sa réponse. Donc, tu vois, sur le texte, on continue à rajouter des briques et à améliorer le modèle. Mais par contre, c'est plus la même recette du début, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que entre GPT-5 et 4, il y a eu ce moment un peu que certains pensent que c'est un flop, d'autres vont dire que non, mais en gros, c'est pas la même échelle d'amélioration. Après, sur les autres, utilisateur et un petit peu plus de
Exactement, tu vois, je pense qu'on peut aussi voir ça comme, en fait, OpenAI n'est plus vraiment une boîte de recherche pure ou à 100% que de la Hmm. recherche, mais c'est une boîte de produits et ils sont bien obligés d'allouer leur puissance de calcul aux produits aussi et pas juste à la recherche. Donc, sur le texte, c'est un peu là où on en est. Comment est-ce que ça se développe? Bah, ça, c'est plus, à mon avis, plus des applications, tu vois, c'est-à-dire qu'on va apprendre de la façon dont on met tous ces produits en contact avec le monde, quoi, avec les utilisateurs. Est-ce que le chatbot est la seule interface utilisateur utile? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Donc, tu vois, tu as plein de travail qui, à mon avis, sort du domaine de juste la recherche. Il y a de l'optimisation d'ingénierie pour abaisser énormément les coûts, pour améliorer la latence. Il y a du travail sur les hallucinations, tu vois, parce que dans certains cas, c'est pas forcément très, très, très utile. Et puis, il y a un tas de travail sur le déployer dans des verticales différents, dans des use cases différents, en apprendre. Sur les autres modalités, la génération d'images, la génération de vidéos, pareil, tu vois, avec les modèles de diffusion, ça a l'air de continuer à s'améliorer parce que, pareil, on collecte beaucoup de données, on les labellise, on a des nouvelles techniques et du coup, on devrait avoir plus de choses hyper intéressantes qui arrivent dans ce domaine-là. Dans l'audio, tu vois, pareil, en fait, ces techniques des transformers marchent aussi pour l'audio, modulo quelques modifications. Et après, tu as tout ce qui est, en fait, le monde réel. C'est-à-dire que il y a énormément de travail sur comprendre l'environnement autour de nous et les règles physiques du monde pour que ces algos, si on les met sur des formes physiques, bah, puissent interagir avec leur monde. Donc, si tu veux, voilà où on en est. On est en une phase où il y a à la fois énormément d'accélération, du progrès dans certains endroits, peut-être ce qui peut s'apparenter à de la stagnation dans d'autres, et des montants colossaux qui continuent à être investis par tous dans cette industrie. Ouais, la dernière levée, je crois, c'est Mistral ou Anthropic aussi, je pense. Mais il y a encore eu une levée là, il y a quelques semaines. Chaque semaine, ouais, Mistral, je pense que c'était il y a 1 ou 2 semaines, C'était la dernière. avec ASML, soit qu'Anthropic, c'était l'été. Mais en fait, ça demande énormément de moyens, tu vois, parce qu'il faut les données, il faut le compute et il faut les algorithmes. Et tout ça, c'est des investissements gigantesques. Tu vois, pour les données, bah, il faut les collecter, il faut les labelliser, il faut les améliorer. Pour le compute, il y a un besoin énorme de puissance de calcul. Et du coup, c'est pour ça que Nvidia fait des profits faramineux et peut-être même fait plus de 100% des profits de l'industrie. Hmm. Derrière le compute, il y a aussi l'énergie. Tu vois, il faut construire toutes ces centrales. Tu vois, ça correspond parfois à la consommation d'énergie d'une ville moyenne, certains de ces projets. Ouais. Et après, tu as les algorithmes. Les algorithmes, ça, c'est des humains. Les humains, ben, vu les enjeux, il y a des salaires astronomiques qui sont... Il y a une guerre des talents qui est énorme. Exactement. Hmm. En 2024, tu rejoins AI71. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu déjà ce que fait AI71 et aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre AI71? Est-ce que tu as une thèse sur la direction vers laquelle on va qui t'a poussé à rejoindre cette boîte? On va peut-être commencer par pourquoi j'ai rejoint, puis après ce que c'est, même si c'est assez lié. Si tu veux, moi, en fait, j'avais passé 13 ans chez Google, selon comment on compte. Et quand j'étais chez DeepMind, en fait, je suis passé ma dernière année chez Google Brain pour 2 raisons. En fait, la première, c'était que mon frère et ma sœur habitent au Moyen-Orient, à Dubaï, et du coup, je voulais déménager là-bas. Et chez Google Brain, tu pouvais être basé où tu voulais. C'est la première raison. La deuxième, c'est qu'en fait, de mon point de vue, l'IA passait plus d'un projet scientifique de laboratoire à un projet d'ingénierie et de produit. Et du coup, ça me paraissait plus logique de le faire là, dans cette autre équipe. Du coup, tu vois, les deux se sont venus ensemble. Du coup, je suis passé là. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je connaissais absolument pas tout ce qui se passait au Moyen-Orient dans le domaine de l'IA. Et tu vois, petit à petit, il y a des bribes de conversation par-ci par-là, des gens qui te contactent pour certains projets.
Et puis un jour, en fait, au bureau de Google Dubaï, je croise, on a des petites kitchenettes, des micro-kitchen, on appelle ça. Donc je croise un copain avec qui j'avais bossé 10 ans avant au bureau de Paris et qui me dit, tu vas pas croire ce que je vais te raconter, mais je sors d'un meeting à Abu Dhabi avec un groupe où on a discuté des tailles de besoins en puissance de calcul hallucinantes. Je dis, ah ok, bon, c'est intéressant, ils font ces trucs-là. Et puis après, quelques semaines après, tu vois, il y a un copain qui me dit de parler à un de ses copains qui font... Et à un moment, tu vois, je lis un peu toutes ces choses-là et je vois les gens qui ont rejoint. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils m'avaient contacté bien avant. Donc c'est là que j'ai repris cette conversation et on s'est aperçu qu'aussi ils m'avaient écrit des messages que je n'avais pas lus. Anyway, il y a toute cette histoire et je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant parce que d'un côté, l'organisation où je suis devient extrêmement grande. Et moi, j'ai toujours été dans des orgs au tout début à construire les choses. De l'autre côté, il y a un nouveau projet qui se construit avec la possibilité de faire ça du début et aussi de travailler dans la time zone où tu habites. Parce qu'en fait, moi, quand j'allais au bureau à Dubaï, en fait, les gens avec qui je travaille, c'était plutôt à 14 heures que je commençais à aller voir et je passais mon temps à aller aux États-Unis ou à Londres. Donc, il y avait un peu la combinaison des deux. Et c'est pour ça que j'ai rejoint. Donc j'ai rejoint, j'étais peut-être l'employé 2 ou 3 ou 1, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut compter. Et donc l'idée de cette compagnie, de A71, c'est, je veux les Émirats en 2020, donc en mai 2020, en plein Covid. Hein, donc les gens ferment les frontières, etc. Et puis eux, en mai 2020, ils font un décret pour construire un centre de recherche. Et entre 2020 et 2023, donc il y a toutes les restrictions que tu connais, ils ont recruté 1000 personnes et ils ont fait plusieurs centres dans ce centre de recherche. Un des centres, c'était un centre d'IA. Peut-être que beaucoup ne doivent pas le savoir, mais ceux qui suivent un peu les LLM savent qu'en mai 2022, de mémoire, le premier modèle open source qui était top des benchmarks, en fait, c'est le modèle Falcon du centre de recherche des Émirats, TII. Et l'équipe qui a construit ce modèle, en fait, elle est partie ensuite pour monter une startup qui est backée par des super fonds, Index et Iconic. Donc, eux, ils ont reconstruit cette équipe encore par la suite. Mais si tu veux, ils ont construit cette team d'IA en recherche. Ils ont eu ce succès avec les modèles et ils ont décidé de faire une couche produit, tu vois, de rajouter au-dessus de leur recherche des applications et de monter cette boîte. Donc, nous, on est un peu... C'était ça la genèse de notre boîte, c'était maintenant passer aux côtés des applications. Et ce qu'on fait, c'est en fait on construit des agents, en fait des outils pour automatiser, aider les cols blancs à automatiser certaines parties de leur travail. On le fait de façon générique, donc pour tous les use cases. On le fait aussi de façon verticale. On a des équipes qui sont spécialisées dans des domaines donnés comme la construction qui est très grande dans la région, il y a du healthcare aussi et d'autres. Et puis ensuite, on a une autre addition qui est assez intéressante, c'est une équipe d'advisory. Et en gros, les deux personnes qui dirigeaient McKinsey Quantum Black, donc l'équipe un peu IA de McKinsey, nous ont rejoints pour monter cette branche où tu vas accompagner les clients, les utilisateurs pour l'adoption des technologies. Donc voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est 160 personnes à grosse dominante technique et ingénierie, mais on a des experts sectoriels et aussi des personnes qui sont capables d'accompagner la transformation IA de boîtes de tailles différentes. C'est super intéressant et j'avais vu que justement Falcon était, je crois que c'était le meilleur dans les benchmarks à un moment et parmi les meilleurs, mais je ne savais pas que c'était dès mai 2022, donc avant GPT-2 en fait. Donc c'était très très tôt qu'ils ont sorti Falcon en fait. Ouais, de mémoire, c'était extrêmement tôt. Et de ce qu'on m'avait raconté à l'époque, c'est que c'était en fait un hackathon. Donc tu vois, ils ont organisé un hackathon dans le centre et puis c'était assez prometteur et du coup ils ont double down sur ce projet et ça a donné l'histoire Falcon. Ok, donc hyper intéressant. Donc AI71, c'est créer des applications concrètes et notamment en se basant sur des LLM dont Falcon.
C'est quoi les applications qui t'enthousiasment le plus aujourd'hui, sur lesquelles tu travailles? J'ai vu que vous travaillez sur la santé, sur la construction, sur aussi le knowledge work et les grandes entreprises et les institutions gouvernementales aussi, je crois. Est-ce que tu peux me parler d'une application sur laquelle vous travaillez qui t'enthousiasme particulièrement? Oui, il y en a plusieurs. Donc, comme tu disais, on travaille pas mal sur le knowledge work. En février de cette année, il y avait le sommet de l'IA à Paris. Et ils ont fait Londres, puis Paris, puis Séoul, donc, où les gouvernements et les grandes boîtes du secteur essayaient de se mettre d'accord sur la gouvernance de l'IA. En fait, nous, à ce moment-là, on travaillait sur un outil pour les employés du gouvernement pour pouvoir poser des questions, trouver les réponses à certains des problèmes qui se posent et aussi les aider à faire des rapports, à résumer des réunions, etc. Et ça s'appelait GovGPT, donc on était le seul projet du Moyen-Orient et d'Afrique qui avait été sélectionné par les organisateurs. Donc, tu vois, ça, c'est une des parties sur lesquelles on travaille, c'est tout ce qui est knowledge work. Et on l'a fait en commençant avec des partenaires d'entités gouvernementales, puis avec des autres entreprises privées qui sont nos design partners. Et là, ce qui est incroyablement intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément de tâches. Tu vois, il y a des choses que moi, je faisais quand j'ai commencé à travailler, qu'en fait, on n'a vraiment plus besoin de faire. Quand il y a énormément de choses, tu vois, quand je regarde ça, je me dis, j'ai passé des semaines à pondre des rapports qui maintenant sont faits en 1 heure. C'est à se demander la valeur de sa vie. Mais il y a cette partie du knowledge work. Ensuite, en santé, il y a énormément de choses à faire, surtout pour réduire le admin burden. Tu vois, c'est-à-dire que toutes les tâches administratives dans le domaine de la santé prennent un temps fou et au personnel clinique, mais aussi au personnel administratif. Et du coup, tu peux réduire ça pas mal et leur donner du temps à passer avec leurs patients. Dans l'éducation, on travaille plus sur la partie stratégique de comprendre un peu les besoins, les usages et faire des POC, tu vois, expérimenter pour voir qu'est-ce qui serait le plus utile et efficace. Et la construction, tu as mentionné, c'est parce que c'est tellement grand dans la région. Et c'est pareil, c'est une industrie où il y a énormément de tâches très très répétitives que la combinaison de LLM plus d'autres outils pourrait permettre de réduire. Hmm. On parlait justement du fait de passer de la recherche à des produits, à des applications, et je pense que c'est un peu le fil conducteur j'ai l'impression, de ta carrière, en tout cas en partie. Qu'est-ce que tu as appris sur ça? Comment on passe d'une technologie, comment on passe OK, on a des LLM qui fonctionnent, on a des modèles qui fonctionnent, à construire un produit qui va effectivement être utilisé par des boîtes? Ce que j'ai compris déjà, c'est que c'est vraiment pas simple, tu vois, et que c'est même contradictoire. Les bonnes pratiques de construire des produits, c'est un peu Steve Jobs avec son Don't fall in love with the technology, tu vois, il faut pas tomber amoureux de la technologie. Ou bien l'un des mantras de Google qui est Start with the user and all else follows. Donc, il faut commencer par les utilisateurs et revenir vers quelle technologie résout leurs problèmes. Quand tu es dans un centre de recherche, en fait, tu produis de la technologie. Donc, tu te retrouves en gros avec un marteau et tu vas chercher, tu vois, où tu vas taper. Donc, c'est vraiment le contraire. C'est ça la partie vraiment intéressante de ce travail-là, c'est que c'est l'opposé de ce qu'on enseigne qu'il faut faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se plantent, en fait. C'est parce que, tu vois, tu as très souvent, les chercheurs débarquent et vont te dire « Ah, j'ai ce truc, c'est hyper intéressant, ça fait ça, ça, ça. » Tu dis « Ok, dans la vraie vie, ça existe où ?» Et tu dis « C'est partout. » Tu dis « Ok, tu peux me donner un exemple ?» Et tu dis « Non, non, mais c'est partout. » Enfin, je dis « Ouais, mais donne-en un. » Il dit « Mais je peux pas, c'est partout. » Après, tu en trouves un. Disent, à YC, ils disent c'est une SISP, Solution in Search of a Problem. Ouais, c'est très bien, c'est exactement ça, tu vois, c'est très bien dit. Donc, ce que tu fais, la façon dont, en fait, moi, j'ai réussi à régler ce problème, c'est de repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire que, tu vois, si tu construis un pont, que tu commences sur cette rive ou sur l'autre rive, rive droite, rive gauche, à la fin, ce sera pareil, tu vois, personne ne saura où tu as commencé. Du coup, ce qu'on faisait, c'était, on passe beaucoup de temps avec l'équipe de recherche à essayer de comprendre sur quoi ils travaillent. Puis on faisait une liste, tu vois, on avait un tableau avec, voilà tous les trucs sur lesquels les types bossent. Voilà
un peu quand est-ce que ça va être prêt, parce qu'avec la recherche, l'autre truc, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir ce qu'on cherche, tu vois. Donc, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est ce que, je crois, De Gaulle, ou je ne sais pas qui disait. Mais, donc, tu vois, on avait ce tableau avec plein de lignes où on listait tous les projets de recherche, est-ce qu'on pensait que ça allait arriver vers quelle période, et est-ce qu'il y a une application ou pas. Et de l'autre côté, tu vois, comme on était dans Google, en fait, on faisait le tour de toutes les BU de Google. Et donc, YouTube, Android, Cloud, Search, tout ce que tu veux. Et on listait un peu tous leurs problèmes. Donc, soit on prenait sur l'intranet, il y a un peu les OKR de toutes les équipes. On prenait ça. Soit on allait aussi voir les gens, tu vois, les boss de chacune de ces BU pour comprendre qu'est-ce qui serait le plus utile pour eux. Et ensuite, on faisait un peu l'intersection de ces deux tableaux. Donc, tu vois, un, on l'appelait le Research Store et l'autre, c'était le Problem Store. Et on disait que nous, en fait, on gérait une espèce de dating entre des chercheurs qui cherchent des problèmes et des problèmes qui cherchent la recherche pour les résoudre. Et du coup, tu vois, c'était notre façon de retomber sur nos pieds, de faire les choses comme il faudrait les faire. Donc, partir du problème de quelqu'un et puis le lier à une techno qu'on a. Quand il y a un autre cas où c'était quand on faisait des choses qui n'avaient pas d'application chez Google. Et là, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir quel serait le meilleur moyen de commercialiser cette technologie. Donc, par exemple, si tu prends AlphaFold, qui était l'algo qui permet de prédire la forme d'une protéine, en fait, là, moi, quand je faisais de la santé, il y avait un slide qui disait les tailles de marché de différents sous-marchés de la santé. Et il y avait un, c'était pharma. Et je me souviens que le trait, tu vois, il avait été barré. Et il avait écrit Not in scope, ce truc-là. Mais c'était le plus gros, quoi. Et du coup, moi, quand j'ai vu que les types, ils bossaient sur... Ça s'appelait pas AlphaFold à l'époque, ça avait un autre nom. Mais je me suis dit, c'est marrant, en fait. Si eux, ils font ça, en fait, ça permet d'ouvrir ce gros marché qui est complètement différent des autres trucs sur lesquels on se focalisait. Et là, du coup, on va voir un peu des experts. En gros, on monte un business case, tu vois. On va se renseigner, si on rentrait, c'est qui les utilisateurs, comment est-ce que ça marche aujourd'hui, à quoi ressemble leur environnement et la concurrence, etc. Et puis on revient à, voilà, en fait, on a une technologie pour adresser un problème particulier et ça marche bien ensemble. Donc, c'était un peu ça, les deux types à faire, tu vois. Un, c'était se limiter à Google et ce dont ils ont besoin, et ensuite prioriser ce qui a apporté le plus de valeur à nos partenaires des autres équipes Google. Et l'autre, c'était, peut-être il y a des cas particuliers où on peut prendre le risque de construire tout de bout en bout, et même de construire une boîte autour. C'est Isomorphic Labs, la boîte de Drug Discovery, de spin-out de DeepMind. Et ça veut dire que tu dois être capable, donc toi, dans ce que tu as fait, à la fois de comprendre la tech, de comprendre les dernières recherches scientifiques et d'avoir le business sense, la compréhension business, de voir quel est le bon problème et quelle est la bonne solution à utiliser. Ouais, exactement. Tu vois, c'est l'intersection des deux. Voilà, tu dois avoir ces deux, plus tu dois mettre en place un processus d'incubation, tu vois, où en fait, tu mets 2-3 personnes qui vont bidouiller quelque chose, tu vas essayer d'avoir un POC que tu vas aller montrer à quelqu'un pour lui dire, regarde. Si on parle de ces toutes premières étapes sur la partie incubation, une fois que vous avez identifié une solution, qu'est-ce que vous mettez en place? Voilà, à ce moment-là, on va mettre une toute petite équipe, tu vois, mais vraiment toute petite. Tu vas mettre même pas la moitié d'un PM, et tu vas mettre 2 ingés, et ils vont commencer à essayer de faire la faisabilité technique, tu vois. Par exemple, tu peux dire Mu0, tu vois, c'est l'un des algos de DeepMind. On va dire, Mu0, peut-être que ça peut être utile pour baisser la consommation de bande passante de YouTube. YouTube, tu vois, je crois que c'est 15% du trafic Internet dans le monde. Si tu rajoutes Netflix, je crois que tu arrives à 30%, un truc comme ça. Donc, tu vois, si tu arrives à baisser ces choses-là, c'est gigantesque. Et du coup, en fait, ils vont faire des POC, quoi. Tu vois, ils vont construire, essayer de faire une proof of concept de est-ce que cette technologie, effectivement, peut permettre d'abaisser de résoudre le problème qu'on lui donne. Et dans ce cas précis, ça a marché, tu vois. Je crois qu'on a réduit de quelques pourcentages la bande passante de YouTube, ce qui est
Du coup, ça fait des centaines de millions d'économies J'ai pour j'ai vu quelqu'un que vous comme aviez YouTube. baissé de, je crois, 40% la consommation d'énergie dans les data centers Ouais. aussi. Alors, ouais, ça c'est autre pareil, tu vois. Ça, si tu veux, ça, c'est un type qui était dans l'équipe. Pour le coup, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un type qui était dans l'équipe des data centers, qui a entendu parler de DeepMind parce qu'on a, tu vois, à Google, chaque semaine, bon, c'était le vendredi après-midi, après c'est devenu jeudi après-midi, mais il y a TGIF, tu vois. C'est pas Thank God It's Friday, c'est Thank Google It's Friday. Et du coup, tu vois, en fait, tu as des équipes qui viennent et qui présentent ce qu'elles font. Donc, il y a une partie, c'est les execs qui parlent des derniers points stratégiques et ce qui se passe dans la boîte. Puis, tu as des équipes spécifiques qui ont un spotlight sur elles. Donc, lui, en fait, il avait vu celui de DeepMind et puis il a écrit un mail à l'un des cofondateurs. Il lui a dit, son mail de mémoire, c'était Data Centers plus DeepMind equal Heart. Et ben en fait, sur la base de ça, il y a exactement ce que je te décrivais. Donc, quelques personnes qui sont mis à bosser sur ce truc et ils sont aperçus que avec des méthodes d'apprentissage renforcé, de RL, bah, tu pouvais réduire la consommation d'énergie des data centers. Bien sûr, les ingénieurs qui s'occupaient des data centers avaient dit que ce serait impossible, que en fait c'est hyper optimisé, que Google a les meilleurs data centers du monde, que c'est le fruit d'années et d'années de boulot. Mais ouais, en fait, la machine un, a trouvé une Un chemin. combinaison, Ouais. tu vois, pour l'améliorer, et surtout en faisant des choses que les humains ne faisaient jamais. Il y a des trucs où, par exemple, elle allait comment tu dis, surcool, tu vois, genre elle va refroidir beaucoup plus que ce qu'il faudrait faire, mais parce qu'en fait, elle sait que dans quelques heures, il va y avoir beaucoup plus de demandes et qu'il vaut mieux prendre l'énergie maintenant qu'à ce moment-là. Tu as plein de trucs que C'est ouais, super le cerveau intéressant humain et pourrait pas ouais, faire. tu peux pas. Ouais. Et c'est super intéressant parce que enfin, c'est des coûts d'énergie qui sont énormes, quoi. Ok, donc incubation. Ensuite, si on regarde les étapes d'après, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ce que tu as fait chez Google, et je sais aussi que tu accompagnes pas mal de startups dans lesquelles tu investis ou avec lesquelles tu parles, euh, dans la suite de la vie du produit, je sais que tu parles beaucoup de feedback, et de feedback loop, j'ai vu une présentation que tu as fait sur le sujet. C'est quoi un petit peu les autres tips que tu donnes pour la suite de la vie du produit, après l'incubation et une fois qu'on commence à avoir un POC? Ouais, une fois que tu es là, en fait, il faut. euh, si le POC te montre la faisabilité technique, tu vois, tu dis, bon, bah, en fait, ma technologie, elle marche, mon truc, est prometteur. À ce moment-là, tu commences à te focaliser sur tes utilisateurs et sur Hmm. ton go-to-market. Et le premier truc, c'est les utilisateurs. C'est-à-dire il faut qu'ils l'utilisent. Tu vois, parce que toi, tu peux avoir un truc qui marche, mais les gens n'utilisent pas. Du coup, il faut comprendre comment, surtout quand c'est des techno d'IA, quand c'était Technodia, la particularité, c'est que tu n'es pas le produit. En fait, ton algorithme va améliorer un produit ou s'intégrer dans le produit de quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu trouves comment t'intégrer dans leur workflow, qu'est-ce qu'ils utilisent eux au quotidien et comment est-ce que toi, tu peux t'insérer dans cet écosystème de façon à ne pas trop le déranger. Tu vois, parce que s'il y a un step qui est trop gros, bah, les gens vont refuser, tu vois, d'utiliser ton truc très très vite. Donc il y a cette deuxième partie qui est beaucoup de comprendre tes utilisateurs, d'avoir énormément de feedback avec eux et de réapprendre et d'améliorer ton système. Tu vois, si je repense au cas où on faisait l'algo d'ophtalmologie, ben, ok, il coûte pas grand-chose parce que tu vois, c'est un API call de quelques centimes versus quand tu vas voir un médecin pour faire cette image 3D de tes yeux. En Angleterre, je pense que ça coûtait dans les 150 pounds. Donc, tu vois, côté coût, il n'y a pas photo. Mais en fait, aujourd'hui, tu vas à un hôpital, tu vois quelqu'un, il t'emmène dans une salle, ils prennent des images, tu vois un autre type. Si tu mets l'algorithme, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que tu fais de tous ces gens-là? Est-ce que c'est juste toi qui vas tout seul et puis tu uploads l'image? Est-ce que c'est le médecin qui upload l'image? Est-ce qu'il sait le faire? Donc il faut savoir où rentrer, tu vois. Et peut-être que c'est juste, tu dois tu dois complètement modifier la façon dont le parcours utilisateur est. Donc ouais, la phase d'après, c'est vraiment de focaliser énormément sur tes utilisateurs et de comprendre l'impact que ça va avoir sur eux et comment est-ce que tu peux aussi leur communiquer cet impact. Tu vois, parce que c'est une chose de dire, ah bah j'augmente ta productivité de 20%, mais en fait, personne ne passe sa journée à Hmm. mesurer sa productivité. Et comment on lutte contre l'inertie des organisations, tu vois, que ce soit dans le secteur de la santé, les entreprises, secteur public, il y a toujours une inertie qui est normale et tu peux avoir des bonnes solutions, mais qui prennent juste plusieurs années
à être utilisé. Comment on se bat contre ça? Ah, c'est un problème gigantesque. Tu vois. En gros, c'est ce qu'on dit, hein, personne n'a jamais été viré pour avoir utilisé Microsoft. Euh, Mhm. et le souci, c'est un peu ça, tu vois, c'est qu'il faut qu'il y ait des incitations qui permettent aux gens de justifier pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Et donc, une façon de faire ces choses-là, tu vois, la première, c'est le temps. En gros, tu pourras attendre autant que tu veux. À un moment, la transformation, tu vois, elle va se faire avec ou sans toi. Enfin, je peux te raconter un tas d'histoires où le monde aurait été très différent. Bah, tu vois, par exemple, Google, c'est une super boîte, il y a énormément d'innovation, etc. Tu vois, mais en fait, on avait toutes les technologies qui ont permis de faire les chatbots. Non seulement on les avait, mais en fait, on a proposé de les faire. Mais, tu vois, c'est le paradigme, c'est le paradoxe de l'innovateur. C'est le dilemme de l'innovateur, en fait. C'est que, en fonction de l'environnement dans lequel tu es, il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. Donc, la façon de régler ces trucs, alors si tu es dans une organisation et que tu veux qu'elle reste innovante, il faut probablement avoir des bulles où il y a des gens qui peuvent non seulement avoir des ressources et travailler sur des projets qui sont très éloignés de ton cœur de métier, mais aussi il faut qu'ils aient la possibilité de trouver leur marché. Tu vois, chez Google par exemple, si ton marché il est dans YouTube, bah, tu dois passer par les gens qui gèrent YouTube. Tu peux pas aller le faire tout seul dans ton coin à côté, quoi, tu vois. Donc, tu as cette partie-là. Ensuite, la deuxième, qui je pense se rapproche plus de ta question, c'est si tu travailles avec quelqu'un et que tu dois lui faire adopter des nouvelles choses, bah, il faut essayer de trouver là où l'intersection de vos intérêts. Tu vois, typiquement, si je repars sur le cas de la santé, en fait, l'hôpital, lui, ce qu'il voulait, c'était réduire ses coûts. Nous, ce qu'on voulait, c'était déployer ces technologies. Maintenant, par contre, le gros problème, c'était la régulation. Tu vois. Est-ce que c'est réglementé que c'est plus un médecin qui dit oui ou non à ton image? Et du coup, il fallait l'aider il fallait faire les cas, c'est pas du lobbying, mais c'est essayer d'éduquer les gens et de sensibiliser les gens à ces nouvelles approches. Parce que d'un côté, tu avais des patients, tu vois, qui passent 3 mois à attendre pour avoir leur rendez-vous et qui du coup peuvent perdre la vue dans certains cas, alors que en fait, tu pourrais régler ça extrêmement vite. Mais de l'autre côté, il faut modifier les façons dont énormément de choses marchent. Donc, dans toutes ces choses-là, en fait, il faut avoir des gens qui peuvent parler le langage de différentes personnes et qui essayent de trouver un point d'entrée, un alignement des intérêts et qui se disent aussi, tu vois, d'être patient parce que tu peux pas refuser le fait que bah, les gens ne voient pas le monde comme toi et qu'ils peuvent pas du jour au lendemain se jeter là où tu leur dis d'aller. Donc, l'une des techniques, c'est un peu la grenouille dans l'eau tiède ou l'eau froide ou l'eau chaude, tu vois. C'est-à-dire, si tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, bah, elle sort tout de suite. Si tu mets dans de l'eau tiède et que tu augmentes la température petit à petit, bah, en fait, elle crève. Et c'est un peu ça le truc qui marche en général. Nous, ce qu'on fait chez i71, enfin, on balance pas des grenouilles dans des bols d'eau chaude, tout ça, non. En fait, on a cette équipe, justement, tu vois, d'advisory qui travaille avec les partenaires pour aider à la transformation IA de leurs opérations et de leur business. Ouais. Tu as parlé de Google. Je pense que c'est intéressant de parler un petit peu de Google. Effectivement, ce que je disais, c'est que Google avait toutes les technos. Alors moi, j'avais bossé sur un petit projet en 2018 et on avait utilisé Dialogflow pour faire un chatbot et ça fonctionnait très très bien. Euh, et, euh, donc ouais, Google avait toutes les technos. Et il y a un moment où le discours dominant, c'était un petit peu, en fait, ils ont été doublés. Même dans la recherche, ils peuvent perdre leur part de marché dans la recherche parce que on va se mettre à chercher dans des chatbots et plus sur Google, et donc, etc. Et j'ai l'impression que là, le discours change un peu parce que les nouveaux modèles de Google sont les meilleurs ou parmi les meilleurs, et on se rend compte que enfin, des business comme YouTube, c'est des business incroyables en fait. Comme tu disais, c'est 15% de. Bon, tu parlais
d'Internet, mais c'est des business incroyables. Ça, c'est qu'une partie de Google, et y compris dans la techno, ils sont très très bons. Mais comment toi, tu as vu ces dernières années l'histoire de Google, justement ce discours-là un petit peu négatif sur Google? Comment t'as vu ça? Ouais. Écoute, Google, c'est une entreprise fantastique. Tu vois, je pense pas qu'il y en ait deux pareils. Euh, Google, déjà, c'est le projet de thèse de deux personnes. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tout a été construit autour de la thèse de le PhD des deux fondateurs. Ok. Et déjà, tu vois, c'est pour ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'en fait, la culture de Google est très universitaire, académique, donc rigoureuse, etc. Et, euh, et en plus, ils avaient connu que l'université. Tu vois, eux, ils étaient à Stanford, donc ils avaient surtout connu l'université, ils n'avaient pas connu le monde du travail. Donc quand ils ont créé la boîte, ils ont recréé l'environnement qu'ils connaissaient, où ils étaient extrêmement contents, vu que j'imagine que si tu fais une thèse, c'est que tu aimes bien l'université. Donc ils ont recréé l'univers qui leur convenait. Et c'est pour ça que Google, c'était un endroit où il y avait énormément d'innovations et de nouveaux projets qui sortaient dans tous les sens. Tu vois. Le fait de faire les voitures autonomes, enfin Waymo, projet chauffeur, c'est pas anodin. Tu vois que quelqu'un fasse ça. Le fait d'avoir des équipes comme les sciences accélérées, le fait d'avoir acheté DeepMind, d'avoir construit Google Brain, etc. Tu vois, donc Google, c'est une boîte où il y a énormément d'innovation et c'est une boîte où la culture est très bottom-up, dans le sens où il y a plein de projets qui commencent à droite à gauche et qui sont initiés par tout le monde. Tu vois, c'est pas helicopter CEOs, tu vois. Donc, tu as énormément de choses qui ont commencé comme ça. Si tu regardes même, tu vois, les LLM par exemple, donc le premier LLM s'appelait T5, c'est pas quelqu'un, un planificateur central qui a dit il faut faire des LLM. En fait, tu as un type, un ingénieur, qui bidouillait sur les technos de NLP, et il a eu l'idée que peut-être si je mets plus de compute et si j'utilise telle architecture, mon truc il va avoir de bons résultats. Il se trouve que ses boss ne lui ont pas donné le compute qu'il voulait. Et il se trouve que dans cette équipe-là, la répartition de la puissance de calcul, elle était faite, il y avait une partie qui était démocratique, donc si tu es ingénieur ou chercheur dans cette équipe, bah, tu as tant de compute, et il y a une autre partie qui était décidée par les execs. Et donc lui, en fait, il a pris une pancarte et il s'est mis à la porte du resto, tu vois, pour le déj, et il avait écrit sur sa pancarte « Will you lend me your compute ?» Et c'est comme ça qu'il a récupéré la puissance de calcul pour faire son modèle, qui ensuite a marché, et puis c'est là que les investissements sont venus. Et il y a un tas d'exemples comme ça, tu vois, il y a un tas d'exemples comme ça. Pareil pour AlphaFold, tu vois, c'était pas un comité de planification qui a dit il faut qu'on travaille sur tel truc. Pareil, c'est un type qui faisait search et qui s'est dit en fait, il avait commencé à s'intéresser tout seul dans son temps libre à la chimie, à la bio, et il a remarqué que les protéines, en fait, c'était des séquences d'acides aminés, donc c'était ATGC. Et il s'est dit tiens, si j'utilise les techniques que j'ai appris pour search sur ces trucs-là, ça va me dire quelque chose d'intéressant. Et on avait, je crois que c'était 1 semaine ou 2 semaines par an, l'été, chez DeepMind, il y avait une période qui s'appelle Extravaganza où on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, tu peux proposer des projets, puis les gens se joignent à tes projets et ils t'aident. Et ce qui se passe en fonction de ce qui se passe à la fin de ces 2 semaines, le truc continue ou s'arrête. Bah, lui, il a proposé ça. Il y a des gens qui l'ont aidé. Les résultats n'étaient pas trop mauvais. Et du coup, ça a continué. Mais donc, tu vois, pour revenir sur le point de Google, je pense que c'est important de comprendre un peu que c'est une culture et un environnement assez particulier, que par exemple mes amis chez Amazon ou Apple par exemple, c'est pas du tout la même chose. Apple, en fait, ton badge il ouvre que l'endroit où toi tu dois t'asseoir, et c'est tout, quoi. Quel que soit ton niveau dans la boîte, hein. Alors que chez Google, tu vas à peu près où tu veux, tu parles à qui tu veux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette époque où les gens se sont dit ils sont en retard et en plus ils vont perdre search. Et puis tu avais le CEO de Microsoft, Satya, qui disait on va les faire danser, et etc. Tu vois, donc ça fait partie du jeu, je pense que c'est normal. Maintenant, si tu regardes les fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? En fait, il faut du compute, des données,
des algorithmes. Les algorithmes, c'est les gens. Donc, tout ça, tu vois, Google l'avait. Google avait la plus grosse densité de talents dans le domaine pendant des années et des années. Enfin, les fondateurs d'OpenAI étaient chez Google, les fondateurs d'Anthropic étaient chez Google, les fondateurs de Mistral étaient chez Google, Cohere, ils étaient chez Google. En fait, quasiment tout le monde était chez Google, chez Brain ou bien DeepMind. À un moment, Perplexity, pareil, il était en stage. Donc, tous ces gens-là étaient là, et quand ChatGPT a commencé, c'est vrai que le souci, c'est le dilemme de l'innovateur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que l'organisation est faite telle que la recherche, c'est des équipes horizontales, et les BU, qu'on appelle PAs, Product Areas, c'est Google, c'est des équipes plutôt verticales, qui, elles, ont leur plan annuel, leur plan trimestriel, leurs objectifs. Et tu peux pas c'est difficile de te saborder toi-même. Donc, c'est compliqué de faire des innovations complètement orthogonales à ce que tu fais À ton dans business, ce setup. ouais. Maintenant, quand tu regardes la réalité de ce qu'il faut, moi je me souviens qu'en novembre 2022, d'ailleurs ma première semaine chez Google Brain, mon premier meeting c'était pour décider de qu'est-ce qu'on va répondre à ces trucs-là, et donc Bard est venu de là, qui s'appelle maintenant Gemini. C'était, tu vois, plein de gens étaient en train de, pas plein, mais beaucoup pensaient à quitter, parce que bien sûr les autres essayaient de les recruter. Et tu vois, on allait faire ces marches et discuter avec plein de collègues qui me demandaient qu'est-ce que je fais. Et moi, ma réponse c'était, en fait, dans 2 ans, on va être au même endroit, parce qu'ils ont peut-être trouvé un truc intelligent qu'on n'a pas encore vu sur la recherche, mais il faut construire le produit, il faut la distribution. En fait, nous, on a déjà le produit, la distribution, et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire que l'autre partie. Et je me suis dit, ça va nous prendre 2 ans, parce que, en fait, c'est des training runs. Tu vois, chaque génération de LLM, à l'époque, ça prenait à peu près 6 mois. Parce qu'il faut collecter les données, récupérer les trucs, organiser tout ça, balancer dans des data centers, puis attendre, espérer que ça marche bien, et ensuite faire le post-training. Donc, c'était plus ou moins 6 mois à chaque fois. Et puis ensuite, il faut que les gens se reposent, parce que pendant le training run, en fait, c'est vraiment un sprint. Donc, les équipes travaillent énormément. Et du coup, je m'étais dit, bon, eux, ils vont continuer à améliorer. Nous, on va rattraper vachement plus. Et du coup, dans 4 training runs maximum, on va être au même niveau. Je me suis trompé. On a mis 22 mois, pas 2 ans, pas 24. Pas 24. Mais tu vois, au final, c'est un peu ça qui s'est passé. Comme tu disais tout à l'heure, Gemini est extrêmement bon sur un tas de choses. Et c'est pas étonnant, parce que en fait, les gens prennent les mêmes données, le compute de chez à peu près la même personne, et à peu près les mêmes personnes qui le construisent. Donc, tu vois, je dirais pas que Google était en retard ou pas en retard. Oui, peut-être, mais au final, comme tu disais si bien, chez Google, il y a énormément de choses. Tu vois, YouTube, c'est un actif incroyable. Waymo, c'est assez hallucinant ce que ça peut devenir. Cloud, ça commence à marcher. On n'a pas mis les 6 mois qu'on pensait, mais là, c'est des revenus incroyables qui en plus bénéficient de toute cette application de l'IA. Donc ouais, je ne serais pas du tout négatif sur Google. Il y a énormément de gens hyper intelligents et il y a des actifs extraordinaires dans l'entreprise. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Est-ce que les scientifiques, ça fait de bons entrepreneurs? C'est comme toutes ces questions-là, la réponse c'est ça dépend de qui c'est et de qu'est-ce qu'ils vont entreprendre. Mais tu vois, Google, c'était 2 chercheurs en fait. Tu vois, c'était des étudiants en PhD. Ils ont fait un truc extraordinaire. La boîte ressemble en rien à ce qu'ils avaient en tête. Hein. C'est plus une page blanche sur Internet où tu écris des choses. Après, il y a des gens qui vont te dire que ils ont voulu vendre la boîte à 100 000 $ à Yahoo, et d'autres qui vont te dire qu'en fait Yahoo a pas voulu acheter. Donc non, je pense que en fait, ce qui est hyper intéressant, tu vois, c'est qu'en fait,
les, les chercheurs sont... Déjà, les chercheurs, que m'a dit quelqu'un qui a géré des équipes de chercheurs, de recherche énormes, c'est que, en fait, chercheur, ce n'est pas un boulot, c'est une activité. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être chercheur quel que soit ce que tu fais. Mhm. Ensuite, tu vois, pour les gens qui ont fait des thèses, des choses comme ça, c'est des gens qui sont partis qui sont hyper pointus dans un domaine et qui ont un sens du travail, de l'abnégation, tu vois, surtout quand ils ont réussi, qui fait que ils sont capables de pousser leur réflexion et de creuser jusqu'à trouver ce qu'ils veulent et qui sont aussi hyper compétitifs. Parce que dans le monde de la recherche, en fait, tu peux penser que c'est très académique, etc. Mais en réalité, le monde de la recherche est brutal. Il est brutal dans le sens où ta carrière dépend de tes publications. Donc, il faut que tu publies. Et il ne faut pas juste que tu publies, mais tu dois être l'auteur principal de la publication. Et il n'y en a pas 50, tu vois. Quand tu regardes les papiers de recherche, il y a une liste de gens en haut. En fait, c'est le type... Tu as le type avant le dernier, c'est celui qui est le patron du labo. Et tu as ceux qui sont au tout début, qui sont les main contributors. Tu vois, ceux qui ont vraiment... Et il n'y a pas de place... Tu vois, c'est comme les Jeux Olympiques, quoi. Il y a une seule médaille d'or. Parfois, ils changent d'idée, ils en mettent deux, mais... Donc, tu vois, les chercheurs ont énormément de qualité. Ensuite, pour construire une boîte, tu as besoin d'avoir certaines qualités, mais aussi d'en acquérir d'autres au fil du temps, de pouvoir te reposer sur des gens qui peuvent te complémenter. Donc oui, je pense que les chercheurs ont autant de chances que les autres à être d'excellents fondateurs, d'excellents dirigeants de boîtes. Et c'est pas une tare d'être, non, c'est pas du tout une tare d'être chercheur. Il faut juste qu'à un moment tu t'intéresses. En réalité, c'est une question de passion. Tu vois, j'ai vu des chercheurs que ça n'intéressait pas du tout et ils sont très contents avec ce qu'ils font, et d'autres qui, parfois, pour pouvoir faire avancer leur recherche encore plus, se rendent compte qu'ils ont besoin d'acquérir d'autres compétences et de commencer à avoir des fonctions plus de responsabilité et de gestion que de recherche pure. Si on revient à AI71, il y a un sujet qui revient beaucoup, en particulier dans ce que vous faites, c'est la souveraineté des données. J'ai l'impression que vous en parlez un peu plus que d'autres boîtes. Pourquoi c'est important à l'ère de l'IA, et qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? C'est hyper important, en fait, les données, parce que ce sont les tiennes. Donc, il y a certains secteurs, tu vois, qui sont plus ou moins sensibles que d'autres, où les gens ne veulent pas que quelqu'un d'autre ait accès à leurs données. Il y a d'autres, tu vois, par exemple, si tu fais de la santé aux États-Unis, ben, il y a des réglementations qui s'appellent HIPAA, il faut être HIPAA compliant, et ça veut dire, entre autres, que les données ne sortent pas du pays. Je crois que ça veut dire aussi que seuls des citoyens américains peuvent rentrer inspecter les data centers ou ces données-là. Tu vois, c'est extrêmement exigeant. Et donc, le point sur la souveraineté ou le point sur les données, c'est qu'en fait, bah, si une entreprise veut que ces données à elle ne soient pas partagées avec un autre, il faut que tu prennes ça en considération quand tu construis tes solutions. Et dans certains domaines, c'est très important parce que, tu vois, imagine, je ne sais pas, tu as fait de la finance, imagine que tu es une banque, bah, tu ne veux pas que le type chez qui tu entreposes tes données puisse regarder tes stratégies, les trades que tu fais, puis ensuite se mettre à faire la même chose ou le redonner à quelqu'un d'autre. Donc, la souveraineté, c'était important pour nous parce qu'une grande partie des design partners et des entreprises à qui on a parlé, c'était un sujet qui était assez critique pour elles. Et du coup, elles voulaient avoir l'assurance que leurs données ne sont pas vues, partagées, utilisées par d'autres. Et ce qu'on fait ce que tu peux faire pour ça, il y a plusieurs approches. Tu vois, il y a la partie où, en fait, les données ne doivent pas sortir du pays. Et donc là, il faut que tu sois sur des centres de données, donc des data centers qui sont localisés dans le pays. Donc en général, ça veut dire que tu ne peux pas être dans des clouds globaux, tu vois. Genre, par exemple, aujourd'hui, ton Gmail, mon Gmail, les infos, elles ne sont pas juste dans un data center. Tu vois, il y a une partie des emails qui sont stockés quelque part en Europe, une autre qui est en Amérique latine, tu vois, et ainsi de suite. Donc tu as ce premier niveau. Ensuite, tu as un autre où les gens veulent que certains clients ou partenaires veulent que les données soient dans leur
écosystème à eux. Donc, tu vois, ça, c'est les déploiements on-prem, donc dans l'entreprise. Donc, ils ont leur propre data center. Il faut que tu déploies tes modèles dans leurs installations et que ça ne sorte pas de leur installation. Donc, c'est un peu ça la question. Je pense que ça rejoint une thématique un peu plus large qui est la souveraineté. Et donc, tu as beaucoup de pays qui se disent que il faut qu'on puisse dépendre de nous-mêmes si on a besoin de le faire. Donc, tu vois, il ne faut pas que, par exemple, les États-Unis disent, il ne faut pas être la Chine, où un jour, les États-Unis ont décidé que, en fait, on allait mettre des sanctions à Huawei, et du coup, tout ce que Huawei faisait, on leur a tout enlevé. Là, ils commencent à s'en remettre, mais ça a mis plus de 5 ans. Ou bien qu'on dise, en fait, les chipsets les plus avancés, vous ne pouvez pas y avoir accès. Tu vois, c'est un peu ça l'enjeu, et ça s'est vu pendant la crise du Covid, où les chaînes logistiques étaient tellement interconnectées que un type a dit, en fait, moi je vais garder les masques pour moi, parce qu'au lieu de les envoyer là-bas, en fait, je vais d'abord les garder chez moi. Ouais. Les composants essentiels pour les vaccins, il s'est dit, je vais commencer par les miens d'abord avant de passer aux autres. Tu vois, le monde s'est un peu réveillé de la période post-chute du mur de Berlin, etc., où c'est la mondialisation heureuse et tout se passe très bien pour tout le monde. C'est quand ça coince qu'on se rend compte que bon, il y a certaines choses, quand on les a près de nous, c'est un petit peu mieux, on peut plus les contrôler. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte peut-être de la distance qui était devenue théorique en fait. Exactement. En termes de, on produit à l'autre bout du monde, mais en fait c'est théorique parce qu'on est habitué à ce que ça arrive tout le temps, etc. Ouais, exactement. Et tu vois, sur le cas de tes données, tu vois, comme c'est des technologies qui sont encore très nouvelles, en fait, on découvre plein de choses plus on avance. Donc, tu peux pas trop. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que si jamais, tu vois, suppose, je sais pas, moi, je suis France Télécom et j'ai un de mes employés qui met des infos là-dedans, est-ce que ça va pas les halluciner chez SFR ou chez un autre, tu vois. Donc, il y a encore beaucoup d'appréhension à tout ouvrir sans vraiment avoir des garde-fous au début. Ouais. C'est quoi votre vision avec AI71? Donc, on parlait des produits dans la santé, dans la construction, un produit aussi pour les entreprises et les institutions gouvernementales et le knowledge work. Est-ce que c'est des produits qui ont vocation à ensuite être spin-off d'AI71 et être peut-être des boîtes séparées, ou c'est des équipes déjà séparées? C'est quoi un petit peu la vision pour la boîte? C'est une super question. C'est pas tranché, tu vois. C'est une très bonne question à se poser parce que elle est raisonnable et légitime. En fait, l'idée, c'est que il y a des synergies à avoir entre ces différentes composantes de l'entreprise, tu vois. La première, c'est que il y a un socle un peu horizontal de technologies et de systèmes à construire qui ensuite peuvent être spécialisés dans des verticales données. Et tu as une équipe d'ex-consultants ou tu vois, personnes qui sont habituées à accompagner la transformation digitale ou AI d'une entreprise. Donc, on peut imaginer que à un moment, il y a des partenariats qui font plus sens que d'autres et que du coup, certaines boîtes sont des spin-out où tu as d'autres types de partenaires qui s'y joignent. Tu peux imaginer que ça reste un peu comme chez Google. On a une équipe d'ingénierie qu'on appelle Core Engineering, tu vois, qui fait de l'infrastructure pour tout le monde. Et puis après, sur cette infrastructure, c'est de là qu'est sorti Google Cloud. YouTube a survécu au début grâce à ça, parce que les coûts sont énormes. Donc, ouais, j'imagine que ce sera au cas par cas, mais que dans la phase dans laquelle on est, il y a un avantage incroyable à avoir tout ça ensemble, parce que les verticales se nourrissent en fait des briques technologiques qu'on construit dans la partie horizontale, et les équipes commerciales sont épaulées par des gens qui ont fait des transformations digitales dans des boîtes un peu partout. Ouais. T'es assez connu pour être actif en tant qu'investisseur dans des startups. Je crois que tu as investi chez Sport Bio. On a reçu Amine sur le podcast, chez Argile aussi, je crois, donc dans pas mal de startups. Qu'est-ce que tu regardes avant d'investir? C'est quoi un petit peu les choses que tu regardes et qui sont les plus importantes pour toi?
Ouais, déjà, c'est une activité qui était très nouvelle. Tu vois, en fait, je suis tombé dedans par un grand hasard. Et du coup, j'ai appris petit à petit, aussi grâce à un 20% chez Google. Tu passes ta vie à faire des 20%. Et le, en fait, au fil du temps, tu t'aperçois que c'est surtout les fondateurs, en fait. Tu vois, il n'y a pas. C'est plus, la plus grande partie, soit la plus grosse corrélation de succès, c'est les fondateurs. Et là-dedans, ça veut dire, tu vois, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils s'entendent entre eux, d'où ils se connaissent, toutes ces choses-là, parce que ça va être très très dur. Du coup, il va y avoir sûrement des moments où ils s'entendent pas. Et la majeure partie des boîtes qui fonctionnent pas, en fait, c'est à cause de ça. Le deuxième truc que tu regardes, c'est leur idée. Tu vois, leur idée, euh, dans quel marché est-ce qu'elle est, ça va, est-ce que ça a l'air prometteur ou pas, et puis pourquoi eux, tu vois l'intersection entre Hmm. l'équipe et ce qu'ils essayent de Ça peut faire. être une bonne idée, mais pas la bonne personne pour le faire. Exactement, tu vois. Est-ce que tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai vu plein de boîtes de robotique où les gens, en fait, ils n'ont jamais fait de la robotique de leur vie. Euh, et c'est un peu particulier de se dire que tu vas aller dans quelque chose d'aussi difficile, alors que tu n'as pas forcément le background et le temps d'apprendre. Parce que un des trucs dans les startups, c'est qu'il faut aller hyper vite. En fait, à partir du moment où tu lèves, c'est comme un chrono, et il faut que tu fasses 10, tu vois, 10x régulièrement. Sinon, tu ne Ouais. lèves pas la fois d'après. Même Ouais. si tu as levé pour 2 ans, en fait, si dans 15 mois, tu n'as pas relevé, ça ne marche pas. Et en fait, dans 15 mois, relevé, ça veut dire que dans moins d'un an, tu dois avoir des métriques, ou bien au moins quelque chose à raconter qui est incroyable. Et le dernier truc que tu regardes en général, c'est qui d'autre les accompagne. Tu vois, c'est-à-dire qui c'est qui leur a fait confiance, parce que ça te donne une idée de est-ce qu'ils sont capables de ce qu'ils sont capables de faire, et aussi et de qui est-ce qu'ils sont entourés qui vont les aider dans leur aventure. Hmm. Et tu vois, sur les 2, 3 dernières années, il y avait souvent un petit peu ce mème sur Twitter où à chaque annonce d'OpenAI ou d'Anthropic, il y avait plein de startups qui mouraient. C'est quelque chose que tu as regardé, c'est-à-dire que tu regardes une forme de, je sais pas, de défensibilité ou de barrière. Et tu vois, je remarque que AI71, c'est que du B2B. Euh, Est-ce que toi, en général, tu investis plutôt dans du B2B ou dans des choses très spécifiques en te disant peut-être que des choses très très grand public vont finir par être bundle dans un OpenAI ou un Anthropic? Enfin, c'est quoi un petit peu ta vision sur ça? Comment tu regardes les boîtes? Ouais, écoute, alors ça, c'est un débat que j'ai eu souvent, et il y a un investisseur extraordinaire qui m'a dit un jour que, en fait, les opérateurs sont de mauvais investisseurs parce qu'ils sont très spécialisés, alors que les investisseurs qui, en gros, connaissent rien du tout au domaine, bah, en fait, c'est à leur avantage. Et du coup, tu vois, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vrai, en fait, il faut pas se limiter à juste ce que tu connais, parce que même ce que tu connais, en fait, il y a tellement de choses Ouais. nouvelles qui arrivent. Et du coup, la façon dont tu appréhendes ça, ouais, c'est d'être ouvert à des choses que tu connais pas, te renseigner dessus aussi, et te focaliser sur ton framework qui est, en tout cas pour moi, tu vois, c'est les fondateurs. L'idée, c'est que, en fait, eux, ils doivent savoir, tu vois, si les investisseurs en savent plus que les fondateurs sur ce qu'ils veulent faire, c'est mauvais signe, tu vois. Donc, pour ce qui est, ouais, non, enfin, moi, tant que les gens sont hyper intéressants, que le sujet est passionnant, euh, c'est pas un souci. Et sur notre cas à nous, en fait, ça revient au point que je te disais en fait, l'adéquation entre l'équipe et le marché. Nous, en fait, on fait du B2B parce que c'est plus en adéquation avec l'ADN qu'on a et les avantages qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas dire facile, mais c'est plus facile pour nous de faire des design partnerships avec des boîtes, d'avoir des introductions, de tester nos idées avec eux, que, en fait, d'essayer un truc plutôt B2C où, pour le coup, il faudrait construire une équipe un peu différente, tu vois, avec des gens qui sont plus habitués à un go-to-market viral plus qu'un go-to-market d'entreprise, etc. Donc, c'est... Après, tu sais, il y a des projets qui commencent B2B qui deviennent B2C. Il y a des trucs qui vont dans l'autre sens. OpenAI, par exemple, en fait, le plan initial, c'était pas ChatGPT. En fait, il y avait une équipe entreprise qui travaillait sur en fait des partenariats avec des grosses boîtes pour
utiliser le système, tu vois, pour automatiser certaines parties du knowledge work. Après, il s'est trouvé que ChatGPT a incroyablement bien pris dans le monde consumer, et donc tous les gens qu'ils avaient recrutés pour faire ça, bah, ils ont disparu, euh, ou bien ils ont essayé de se recycler ailleurs. Mais en fait, quand tu es expert go-to-market de B2B, tu vas pas devenir du jour au lendemain un type qui fait du growth pour des consumers, quoi. Voilà, tu vois. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent aux entrepreneurs que tu rencontres ou dans lesquels tu investis? Écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas, ils posent pas tous les mêmes questions, ils ont pas tous les mêmes problèmes. Ça va de, on a ces deux options pour notre bureau, lequel est-ce qu'on loue? Ah, j'ai un problème avec le gars qui gère l'ingénierie, comment est-ce que je règle ça? Ou je crois que j'ai besoin d'un rôle, mais je sais pas trop c'est quoi ce rôle. Alors je vais te décrire les problèmes que j'ai, puis on va. Après, je dis, ah, bah ça s'appelle un TPGM. Il me dit, ah, ok, j'en avais jamais entendu parler. Tu vois, donc il y a pas. En fait, ça dépend énormément de la personne à qui tu parles, de leur stade où ils en sont. Mais c'est souvent soit des choses qui sont jamais vues, soit ils veulent avoir un sounding board, tu vois, quelqu'un avec qui partager des idées, parce que ça reste très solitaire en fait le job de fondateur. C'est surtout quand c'est au début, tu vois, t'es un peu tout seul, quoi. Il y a pas grand chose pour t'aider. Tes investisseurs, enfin les VC, eux, ils sont déjà passés à l'étape d'après. Ils doivent investir dans d'autres boîtes. Tu vois, il faut qu'ils déploient leurs fonds. Et souvent, ils n'ont pas eu ton expérience, ils n'ont pas fait ton job, etc. Donc, ils peuvent pas trop t'aider. Donc, ouais, tu vois, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une réponse. Mais ça tombe souvent en tout cas, pour moi, ça tombe souvent dans ce qui est le plus logique, tu vois, c'est plus la stratégie produit et les recrutements et organiser son équipe. Mais il y a plein de questions. Tu vois, je vais parler à cette conférence, est-ce que tu peux regarder ce que je vais dire? Tu vois, il y a vraiment un peu de tout. On a parlé de compute, on a parlé de modèles, on a parlé d'applications. C'est quoi la place que peuvent avoir les pays émergents ou le positionnement qu'ils peuvent avoir ou les choses sur lesquelles ils devraient le plus investir? Si on prend un exemple comme le Maroc ou comme d'autres pays émergents, quelle est la position un petit peu que des pays émergents peuvent avoir? C'est pas très évident, tu vois, parce que je pense que même qu'est-ce qu'un pays émergent? Si tu regardes, il y avait une conférence où, tu vois, on nous a expliqué que la taille des GPU installés en Europe, pardon, les dernières, tu vois, il y a moins de 10%. Je crois. Ouais, voilà, c'est quelques pouillèmes. Ouais. Donc, tu vois, quand on parle de pays émergents, tu vois, est-ce que ça, c'est un pays émergent? Il y a un truc hyper marrant, en fait, c'est si tu regardes le rapport annuel de NVIDIA, tu vas t'apercevoir que les catégories qu'ils ont, c'est Americas, un truc de Asia, ou bien Singapour, je crois, parce que Singapour, en fait, il y a des revendeurs on voit ça en Chine et ailleurs. Et après, il y a Other America. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas l'Europe dans le rapport annuel d'NVIDIA quand ils splitent les revenus par zone géographique. Donc, tu vois, le point de pays émergent, ça va loin, quoi, ce que c'est qu'un pays émergent. Ouais. Après, en fait, pour tous ces pays, je pense qu'il faut se demander de quoi ils ont besoin, tu vois. Enfin, si je mets mon chapeau de PM, tu commences par tes besoins. Donc, c'est de quoi tu as besoin, comment est-ce que ça va t'impacter, et du coup, comment est-ce que tu dois réagir. Tu vois, sans en savoir trop sur le Maroc ou l'impact sur le Maroc. Tu vois, je me dis qu'on parle beaucoup de l'industrie automobile au Maroc et que c'est un énorme succès. Tu vois, tout l'écosystème automobile dans le Nord. Bah, si tu te dis que ça, c'est basé sur le fait de la proximité avec certains marchés et la compétitivité du coût du travail, bah, peut-être que si demain tu as des robots, cette compétitivité du coût du travail, elle n'est pas forcément vraie. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te prémunir contre ça? Est-ce qu'il ne faut pas que toi...
qu'est-ce que tu as? Tu vois, peut-être que tu as les données, du coup, peut-être qu'il faut il faut capturer des données maintenant, puis entraîner des robots à faire ça, comme ça, tu continues dans tes usines. Donc, ouais, c'est un peu ça que je me dirais, tu vois, qu'il faut surtout planifier. Parce que quand tu regardes, tu vois, on parlait des Émirats au début. En fait, en 2017, je crois, ou 2016, les Émirats ont nommé un ministre de l'IA. Et je pense qu'à l'époque, C'est super tôt, c'est incroyable. oui, je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens ont dû les prendre pour des fous ou se dire c'est encore un artifice de com, tu vois. Bah, il se trouve que, en fait, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont nommé un ministre de l'IA, ils ont monté un centre de recherche, ils ont monté des boîtes au-dessus et tout un écosystème. Ils ont dédié des fonds à l'investissement juste en IA. Tu vois, je crois que dans Databricks, dans Anthropic, dans OpenAI, dans peut-être plein, tu vois, il y a le fonds des Émirats. Ils ont, au point que même quand tu regardes, pareil, l'an dernier, sommet mondial de l'IA à Paris, les annonces, je crois, le président Macron a annoncé 109 milliards d'investissements. 50, c'était les Émirats. Et c'est 50 pour construire de l'infrastructure. Ce qui, pour moi, est extrêmement bizarre, tu vois, parce que, tu vois, on a grandi au Maroc avec ces Bouygues, Vinci, etc., qui construisent les aéroports, les ports, les autoroutes du pays. Et en fait, là, c'est les Émirats qui construisent les infrastructures de demain en France. Et 2 mois après, la même chose en Italie, tu vois, je crois cette fois, c'était 25 milliards ou 20 milliards pour construire les infrastructures. Donc, et pareil, tu vois, Stargate, l'un des Stargate, donc les projets d'OpenAI, de supercomputers, etc., bah, le premier en dehors des États-Unis est censé être à Abu Dhabi. Donc, tu vois, je pense que le premier point, c'est il faut avoir un plan et une stratégie, et il faut se donner le temps de le mettre en œuvre et comprendre quels sont tes avantages. Tu vois, parce que pour les Émirats, par exemple, c'était le fait que il y a les revenus du pétrole, il faut diversifier l'industrie, il faut passer dans le monde de la knowledge economy, l'économie du savoir. Et donc, comment faire ça? L'IA arrive et c'est déployé partout. Tu vois, aux Émirats, la relation entre le citoyen et l'administration, en fait, tout ça, c'est dans des IA. Sur ton téléphone, tu poses les questions que tu veux et tu récupères toutes les infos dont tu as besoin. Tu vas pas à la mairie ou je ne sais où pour récupérer tout ça, tu vois. Donc, je pense que tout le monde a une carte à jouer. Il faut juste savoir, tu vois, de quoi tu as besoin et comment est-ce que tu peux mettre tout ça en œuvre. C'est pareil pour la France, tu vois. Je crois que c'était pareil. La France a fait un plan IA peut-être en 2017 ou quelque chose comme ça, où ils ont identifié des secteurs. Il y avait la santé, un tas d'autres choses, et puis ils se sont mis au boulot. Et tu vois, Mistral n'est pas venu de nulle part. C'est qu'il y a il y a un effort étatique, une certaine planification pour mettre en place un écosystème. La BPI, tu vois, l'explosion de l'entrepreneuriat en France. Avant, c'était Berlin d'abord, puis Londres et peut-être Paris. Tu vois, maintenant, Paris, dans tout ce qui est entrepreneuriat deep tech et IA, c'est la référence en Europe. Donc, tout ça, tu vois, c'est des plans, c'est du travail. La Chine a fait des plans sur l'IA bien avant, et ils ont des secteurs où ils accélèrent. Les États-Unis ont ça. Peut-être pour finir sur ça, tu vois, Vladimir Poutine avait dit que le pays qui va contrôler l'IA va contrôler le monde. Et c'est pour ça que tu vois que toutes ces grandes puissances, en fait, sont sur le qui-vive. Parce que tout le monde a peur que tu arrives au moment où il y a juste quelqu'un qui a un modèle qui est surpuissant que les autres et qui ensuite apprennent par lui-même et deviennent encore plus puissants, et c'est fini. Je ne le retrouve pas. On s'éloigne des pays émergents, mais le Ouais. point, c'est plus de dire que Ça, il faut... c'est une idée qui est juste séduisante et théorique, ou c'est quelque chose qui est envisageable? Tu vois, le modèle qui apprend de lui-même, ça fait un peu science-fiction, mais dans les faits, lorsqu'on est vraiment dans le domaine, c'est quelque chose qui est envisageable techniquement? Écoute, il y a une partie de moi qui se dit que, en fait, ce que ces modèles font, euh, ils apprennent des choses qu'ils ont déjà vues. Ouais. Et du coup, tu vois, ils peuvent te prédire ce qui va venir après, mais surtout de ce qu'ils ont déjà vu. Hmm. Donc, pour eux, faire des choses qu'ils n'ont jamais vues,
c'est un peu compliqué. Par exemple, tu peux dire, fais-moi le tableau, rends-moi cette image comme si c'était un Picasso, ça il va faire, mais il peut pas être le prochain Picasso, tu vois. Donc ça, c'est une idée. L'autre idée, c'est qu'en fait, il s'est passé des choses sur les dernières années qu'on ne pensait pas être possibles, en tout cas aussi vite. Donc, du coup, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des avancées qui peuvent être possibles et peut-être que tu peux avoir des systèmes qui apprennent de façon récursive et qui s'améliorent et qu'à un moment, la loi de l'accumulation, tu vois, le compounding kicks in et que le truc aille loin. Mais il y a des limitations, tu vois. Est-ce qu'il y aura assez d'énergie pour tout ça? Est-ce que c'est prêt? Qu'est-ce qu'il va faire en fait Ouais. Et il peut exactement? toujours y avoir quelqu'un dans le monde, on ne sait pas d'où, qui sort avec une nouvelle manière de faire quelque chose et qui peut-être fera quelque chose de nouveau, de plus rapide, de plus fort. Enfin, tout est possible en fait. Donc, Ouais, effectivement. exactement, exactement. Tu vois, ce qu'il disait, c'est que, enfin, il faut pas avoir peur de tel ou tel compétiteur, mais faut plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'un type dans Qui un on ne voit garage, pas. Ouais. ouais, tu vois, qu'est-ce qu'un type dans son garage est en train de faire et va te sortir de son chapeau. Donc, Ouais. ouais, Tu vois, il faut avoir les deux idées en tête. sur l'IA, et j'avais cette question pour toi, et je ne sais pas comment toi tu le vois, mais en fait, il y a un peu cette idée où ça marche très très bien, mais quand on lui parle d'un domaine qu'on comprend vraiment, on a l'impression que ça marche pas du tout. Et parfois, ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit, ok, le reste des réponses, c'était peut-être pas aussi intelligent que ce que je pensais. Parce que souvent, l'IA répond comme quelqu'un de très intelligent, mais qui peut-être au fond ne sait pas de quoi elle parle. Donc, toi, quand tu utilises l'IA, c'est quoi un petit peu les garde-fous que tu as? Comment toi, peut-être même, tu utilises l'IA au quotidien? Tu vois, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que tu penses de ça. Ouais, ce que tu décris, Mohamed, c'est le perroquet intelligent, quoi, tu vois. De, c'est hyper bien. Très souvent, donc, ça va t'écrire quelque chose, puis tu vas dire, en fait, ça, c'est faux. Il va dire, ah oui, c'est vrai, en fait, désolé, je me suis trompé. Il va te dire un autre truc. Tu vas dire, mais ça aussi, en fait, c'est faux. Il va te dire, ah oui, non, mais je suis vraiment désolé. Donc, tu as totalement raison que il y a, il y a, il y a la première chose, c'est que c'est probabilistique. Donc, les hallucinations font partie du système. Il va sortir des choses, ou elle va sortir des choses qui sont fausses. Mais dans, dans sa base de données, bah, il y a une probabilité non, il les a déjà vues, et du coup, il y a une probabilité non nulle que ça sorte. Du coup, l'une des choses à faire, c'est de vérifier, tu vois. C'est-à-dire que tu peux, tu, tu peux pas juste copier-coller ce qui est écrit, tu vois. Et donc, l'un des trucs que j'essaye de faire, c'est de demander à me donner le prompt à écrire. Tu vois, avant, tu écris ton prompt et tu dis, ah, dis-moi ça. En fait, là, d'essayer de l'aider à m'améliorer mon prompt. Et donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième, c'est d'utiliser pour toi découvrir des choses que tu connais pas forcément et améliorer. Tu vois, donc par exemple, je vais écrire mon plan, puis je vais lui dire de le critiquer, de me dire ce qui manque pas, ce qui est superflu, etc. Tu vois, c'est plus d'avoir un espèce de dialogue dans un domaine que tu connais un peu et de choses que tu as déjà faites Hmm. pour améliorer le rendu, plutôt que de lui dire, ah, tu sais quoi, book-moi mes vacances dans 2 semaines. Et après, tu te retrouves avec un vol qui va quelque part, un hôtel Ouais, ailleurs, ouais. un resto qui n'existe plus, Mais ouais, un musée qui a effectivement, disparu. si tu as déjà fait une version, ça marche beaucoup mieux. L'autre truc que j'ai fait récemment qui a très bien marché, c'est que plutôt qu'écrire, je mets le mode vocal et je parle comme si je parlais à un ami pendant très longtemps. Donc tu as un contexte qui est très grand, mais mal écrit, pas structuré. Et en moyenne, le résultat est meilleur que quand j'essaie de réfléchir et que c'est plus court. Ah, je vais essayer ça alors. C'est vrai que je lui parle pas énormément, j'écris plus. Et juste, je parle de tout ce que j'ai en tête et je sais pas, parfois j'ai l'impression que ça fonctionne plus, mais à voir. Parce que peut-être que Euh, tu donnes plus de contexte, comme tu disais. ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, peut-être une ou deux questions de fin. Peut-être sur la carrière, parce que tu as quand même une carrière exceptionnelle et tu parlais tout à l'heure de climbing. J'ai l'impression qu'à chaque moment dans ta carrière, tu as su à quel moment il fallait bouger, tu as su ne pas rester dans un maximum local dans une équipe ou dans une entreprise. Comment tu as décidé à chaque fois de bouger d'équipe en équipe ou de boîte en boîte et c'est quoi un petit peu les conseils de carrière que tu donnes
aux gens qui nous écoutent? Tu vois, ça, c'est facile de refaire l'histoire. En fait. Parce que si on t'entend, on a l'impression que c'est vraiment simple. Non, il y a... En fait, la première chose, c'est de savoir qu'il y a énormément... que c'est très probabilistique, justement, et que il va t'arriver beaucoup de choses que tu ne planifies pas du tout. Et qu'en réalité, à chaque fois que tu as un plan, c'est pas du tout ce qui va se produire. Je pense qu'il faut être extrêmement curieux et ouvert aux opportunités, tu vois. Je pense que, en fait, beaucoup des choses qui me sont arrivées, c'est comme je t'ai dit, c'était des rencontres et où j'ai proposé d'aider, tu vois. Donc, quasiment tous les rôles que j'ai eu à Google, j'ai fait un 20%, j'ai croisé quelqu'un, on m'a mis en contact avec quelqu'un, j'ai fait un 20% avec eux, donc je les ai aidés en plus de de mon day job. Ils ont aimé ce que je faisais, j'ai aimé ce qu'ils faisaient, et puis je suis venu là. Et en fait, tu vois, plus tu avances, en fait, tu défriches, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas tout voir, mais tu dis, ah bah ça me plaît, ça me plaît moins. Lui, j'aime bien bosser avec lui pas trop. Elle sait plein de trucs. Et tu vois, en fait, je pense qu'il faut plus faire des sauts de puce et réajuster en permanence plutôt que d'avoir un espèce d'objectif qu'on s'est mis en tête et on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que et ça peut être différent pour différentes personnes. Tu vois, il y a des gens qui veulent absolument un truc, ce qu'ils veulent. Moi, je pense que j'étais assez conscient du fait qu'il fallait être flexible et qu'on ne pouvait pas tout avoir. Tu vois, c'est-à-dire que je ne pouvais pas bosser là où je voulais, dans le pays où je voulais, dans l'équipe où je voulais, dans le rôle que je voulais. Tu vois, ça commence à rajouter en fait beaucoup, beaucoup de contraintes. Du coup, tu essayes de composer avec ça et de te dire, est-ce que je suis plus content maintenant que j'étais il y a 6 mois? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que j'ai vues qui m'intéressent plus et que je veux regarder? Mais tu vois, c'est très personnel parce que il y a des gens qui aiment un seul truc, qui veulent faire absolument un seul truc, et du coup, ils ont peut-être cet avantage que euh, c'est peut-être plus facile pour eux de savoir où aller. Moi, j'étais passionné par plein de choses, et du coup, j'ai fait plein de choses, et j'ai juste eu la chance qu'on m'ait donné l'opportunité de le faire. Il y avait pas de raison, tu vois. Je suis incroyablement grateful et humble d'avoir eu la chance de faire les boulots que j'ai fait avec les gens que j'ai côtoyés. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as changé d'avis récemment? Est-ce que j'ai changé d'avis Sur quelque sur chose quelque chose? récemment ou ces dernières années, sur n'importe quel sujet? Ouais, carrément, tu vois. Il y a il y a un truc qui est... Quand tu as fait des formations qui sont très organisées, structurées, où il y a une seule réponse, ben, c'est plus facile pour toi de croire que le monde est comme ça. Or, tu vois, moi, je me suis aperçu que c'est pas parce que A plus B égale C et que D est plus grand que C qu'il faut que c'est D qui gagne ou bien que D est meilleur. Tu vois que, Ouais. en fait, je pense que ce que j'essaye de dire, c'est il y a la partie IQ, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a la capacité d'analyse, de réflexion, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est autour de toi, quoi. Que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est la bonne chose que c'est ce qui va se produire. Et donc, je pense que c'est le point. Le point, c'est plus que, en fait, les êtres humains ne sont pas rationnels et les groupes d'êtres humains sont encore moins rationnels. Et que du coup, il faut éviter de rentrer dans un mur parce que tu es trop rationnel. Je pense que c'est ça l'un des... Tu vois, quand tu passes ta vie dans un système éducatif qui renforce le fait que tu fais bien les choses, Ouais. Et que tu ne te trompes parce... pas. Et... Ouais. Ouais, voilà, tu vois. Mais en fait, rendre une copie de chimie et mener à bien un projet dans le monde du travail, ça n'a rien à voir. Et comme tu disais, il y a les résistances au changement. Alors que tu vois, si tu viens voir un type et que tu lui dis, regarde, on va te sauver 20% et en plus les gens vont être 30% plus heureux, il faut signer et le type va pas le faire. C'est parce que justement, tu vois, c'est pas juste comme ça. Il y a plein d'autres dimensions à prendre en compte. Et plus tu avances, plus tu te rends compte de toutes ces dimensions-là. Tu vois, il y a énormément de choses sur juste la communication entre deux personnes. Tu vois qu'en fait, tout le monde ne comprend pas ce que je dis de la façon dont moi je le comprends et vice-versa.
et qu'il y a des gens qui préfèrent des graphiques et d'autres qui préfèrent de l'audio et d'autres qui veulent et qui ont besoin d'écrire. Tu vois, en fait, c'est plus ça, c'est l'incroyable diversité de l'être humain et l'effort qu'il faut faire pour comprendre les autres et essayer de se faire comprendre par les autres. Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment qui t'a intéressé ou un sujet qui t'a intéressé récemment ou un film, quelque chose que tu conseillerais et qui t'a particulièrement intéressé récemment? Ouais, en fait, j'ai lu un bouquin qui s'appelle The Making of the Atomic Bomb et c'est l'histoire c'est l'histoire de la bombe atomique en fait. Et donc le projet Manhattan et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence bien avant. Et ça commence par... En fait, tu avais tous ces chercheurs et scientifiques en Europe qui travaillaient sur les sujets de la physique nucléaire et qui, en fait, avec l'arrivée du nazisme et du fascisme, ont dû quitter l'Europe. Et en fait, ils sont tous partis aux États-Unis et ils ont contribué en fait à toutes ces avancées scientifiques qui aussi ont ce côté un peu plus négatif. Tu vois que ça a beau être de l'énergie nucléaire, donc propre, etc. Mais c'est aussi, tu peux aussi l'utiliser pour faire des bombes. Donc ouais, ce livre, tu vois, moi je l'ai pris, je pensais, recommandé par des amis, et je pensais que ça allait être l'histoire de quand ils sont quand ils font le projet, qu'ils sont au Nouveau-Mexique et qu'ils sont en train de travailler sur comme dans tout ça. Oppenheimer. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, il y a tout ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'ils se sont tous retrouvés aux États-Unis et c'est à cause de ça. Et du coup, pour moi, tu vois, c'était le fait que les êtres humains aiment bien renforcer leurs différences et en général, c'est contre-productif. Et mais heureusement, il y a toujours un endroit où il y a quelqu'un qui les accueille et ils arrivent à faire des choses pour le bien de l'humanité, on l'espère. Passionnant, ok. Bah écoute Mehdi, merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter et c'était hyper intéressant. Donc voilà, merci beaucoup. Pareillement, merci à toi Mohamed, ravi d'avoir pu faire enfin cet épisode et bon courage dans la suite. Je suis sûr qu'il y aura des invités extraordinaires qui vont raconter d'autres histoires dont on peut bénéficier. Merci beaucoup Mehdi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.